Samedi dernier, un numéro spécial sur la République totalitaire de Chine. Cette semaine, nous restons en Asie de l'Est avec l'État de Taïwan, un État revendiqué et convoité par la Chine communiste, cette Chine communiste qui craint tellement ce joyau du Pacifique Est dans l'accomplissement de ses visées impérialistes, quand Goliath a peur de David. L'État de Taïwan, ou République de Chine, est une république moderne, dotée d'un vrai parlement, d'un président de la République et d'un Premier ministre, d'une superficie totale de 35 980 km², soit un peu plus que les 32 082 km² de la région Pays de Loire. Taïwan compte 23 600 000 habitants, soit 6 fois plus que notre belle région, pour une densité de 656 habitants au kilomètre carré, comparable à, devinez qui, Mayotte. Sa capitale, Taipei, située à l'extrémité nord de l'île, frise les 2 700 000 habitants, à comparer aux 2 100 000 habitants de Paris. Un mot sur le produit intérieur brut, qui s'élève à 762 milliards de dollars, américains, j'entends, à comparer aux 3 000 milliards de dollars de la France plus peuplée. En pouvoir d'achat, dit parité de pouvoir d'achat, ou PPA, le Fonds monétaire international classe Taïwan loin devant la France avec 60 000 dollars par habitant contre 44 000 dollars par habitant pour la France, soit 36% de mieux. Il est vrai que, toujours selon le Fonds monétaire international, le FMI, la France dégringole depuis 40 ans à la 25e place contre 13e place en 1980. L'État de Taïwan, un État petit mais riche, dynamique, efficace, qui dépasse la France avec 1 300 000 étudiants, soit un étudiant pour 18 habitants et 1 pour 23 en France, malgré un budget éducation un tiers plus faible que celui de la France en pourcentage du PIB. Voilà, le décor est planté. En somme, l'État de Taïwan est une pépite, convoitée par son voisin, la République totalitaire de Chine, de même que le Parti communiste chinois convoitait l'économie et la liberté de Hong Kong, bien avant la rétrocession anglaise le 1er juillet 1997, et même bien avant l'accord bilatéral anglo-chinois conclu en 1984 sous le vocable fallacieux chinois de « un pays, deux systèmes ». On a vu. L'État de Taïwan se drape d'une importance stratégique et politique pluriséculaire, ce en quoi elle attise la convoitise de la République totalitaire de Chine. Les Chinois ont déjà tenté d'envahir l'île de Taïwan de la fin du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle, avant de céder cette île dérobée au Japon en 1895, à la suite de la première guerre sino-japonaise visant le contrôle de la Corée. Sans développer le sujet, gardons en tête notre numéro précédent sur la Chine totalitaire, d'essence déjà impérialiste, dominatrice, militaire, en conflit au XXe siècle, à plusieurs reprises, avec l'Inde, pour la domination des frontières du Cachemire à l'ouest, et de la bordure himalayenne, le Sikkim, à l'est, ou en conflit avec les États riverains du Pacifique pour la mainmise totale sur la dite mer de Chine. La République de Chine, non communiste, a recouvert Taïwan en 1945 à la suite de la capitulation japonaise au terme de la Deuxième Guerre mondiale. La perte de la guerre civile en Chine en 1949 contre les communistes de Mao Tse-tung s'accompagne d'un exode massif des Chinois anticommunistes du Kuomintang, c'est le parti nationaliste chinois, du gouvernement de la République de Chine et de son président Chiang Kai-shek en 1950. C'est ainsi que la vraie Chine légale, nationaliste et anticommuniste, installée à Taïwan, occupe légalement le siège de la Chine à l'Organisation des Nations Unies jusqu'en 1971,
date à partir de laquelle la Chine communiste continentale usurpe le siège de la Chine nationaliste dans la faiblesse et la frilosité déjà des démocraties. C'est la résolution 2758 du 25 octobre 1971 de l'Assemblée générale des Nations unies, habilement dénommée Rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine à l'Organisation des Nations unies. Pour aller plus loin dans la convoitise de Taïwan par la Chine, il suffit de balayer du regard la carte maritime des États en présence. Taïwan se situe au milieu d'un arc maritime et au plus proche des frontières de la République totalitaire de Chine. Arc maritime qui corsette l'impérialisme chinois grâce à la présence de bases ou facilités américaines en Corée du Sud, au Japon, dans les Philippines, au Vietnam, en Thaïlande, à Singapour, sans oublier la présence de la 7e flotte américaine basée au Japon, composée de 80 navires de surface et de sous-marins, 140 avions, 40 000 marins. Sur cet arc maritime, l'État de Taïwan forme le porte-avions naturel, le verrou nord qui freine l'expansionnisme agressif chinois en mer de Chine méridionale. Vietnam, Malaisie, Philippines forment, eux, les verrous ouest, sud, est, auxquels s'attaque la République totalitaire de Chine par la construction d'îles artificielles hautement militarisées dans les eaux territoriales de ses voisins. Les archipels Paracel au centre-nord, les archipels Sparkly en centre-sud, la violation des voies maritimes, de la liberté de circulation par la Chine, qui se mue en État terroriste, inquiète les pays limitrophes, la communauté internationale. Sous cet angle élargi, l'État de Taïwan forme le pion nord de la Chine communiste dans son expansionnisme maritime agressif, au terme duquel l'océan Pacifique devra lui être inféodé, vassalisé à plus long terme. À plus court terme, la Chine totalitaire prend soin de militariser progressivement la mer de Chine centre-sud, pour asseoir sa mainmise sur les routes commerciales vitales pour elle. Or, celle-ci passe précisément par cette fameuse mer de Chine, atteint Singapour, bifurque en direction de l'océan Indien pour satisfaire les appétits chinois au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe via le canal de Suez. Ce sont les routes de la soie maritime, sans compter les routes de la soie terrestre. L'agressivité de la Chine vis-à-vis de Taïwan démasque donc l'impérialisme politique, économique, militaire de la République totalitaire de Chine. Une question géopolitique majeure au XXIe siècle. À l'agressivité de la République totalitaire de Chine contre l'État de Taïwan, celui-ci répond par un effort de sécurité interne sous la protection du parapluie militaire américain. La sécurité militaire en propre s'assure par des forces armées de 220 000 hommes pour 2 500 000 réservistes au moins, un effort militaire qui peine à dépasser les 2% du PIB, produit intérieur brut, pour un 3% visé en cible et un point de passage à 2,4% d'ici 2 ans. Cet effort de 2% reste comparable apparemment au 1,94% du PIB français, mais en fait le dépasse si on retranche au budget militaire français de l'ordre de 20% du total consacré à la dissuasion nucléaire. La sécurité militaire extérieure s'appuyait auparavant sur 30 000 soldats américains, l'entreposage d'armes nucléaires au titre du traité de défense mutuelle dit Commandement de défense Taïwan-États-Unis, signé en 1955 et dissous en 1979 à la suite du Taiwan Relations Act de 1979 reconnaissant la politique d'une seule Chine. Autre exemple de la faiblesse et de la frilosité de l'Occident. Aujourd'hui, la présidence de Taïwan confirme la seule présence de soldats américains comme formateurs, ce qui suscite déjà
lire de la République totalitaire de Chine. Mais alors, qu'en est-il de la réalité du parapluie militaire américain ? Aucun traité actuel entre les États-Unis et Taïwan ne transcrit la défense automatique de l'État de Taïwan contre une invasion militaire menée par la République totalitaire de Chine. Cependant, les responsables de la Maison-Blanche, dernier en date, le président Joe Biden, ont réitéré les propos selon lesquels les États-Unis interviendraient en cas d'invasion de Taïwan, soit seuls, soit à la tête d'une coalition composée du Japon, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, sous condition de la levée des zones d'incertitude concernant le champ d'application des traités militaires en vigueur, soit la déclaration commune de 1996 sur la sécurité entre les États-Unis et le Japon, le traité de sécurité entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, dit traité ANZUS, pacte militaire signé le 1er septembre 1951 à San Francisco. Pourquoi un tel enjeu pour Taïwan et les États-Unis ? Nous y avons répondu en partie en exposant l'importance de Taïwan dans l'arc maritime qui corsette l'impérialisme de la République totalitaire de Chine. Levons le voile sur un autre motif qui n'est pas des moindres. L'État de Taïwan domine 60% du marché mondial des semi-conducteurs par le fabricant taïwanais TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Cet avantage quantitatif se double d'un avantage qualitatif. Expliquons. Quand Emmanuel Macron claironne la création poussive en juillet 2022 d'une usine en coopération de semi-conducteurs à Crolles au nord-est de Grenoble, en Isère, usine indispensable à plus d'indépendance européenne dans la microélectronique, citons, soit un budget de 7,5 milliards d'euros dont près de 3 milliards d'euros seraient accordés par l'État. Je cite à nouveau, le plus grand investissement industriel des dernières décennies, hors nucléaire, c'est très bien, cohérent avec la facilitation nouvelle des subventions promises par la Commission européenne dans le cadre du CHIPS Act, tout en se rappelant que l'Europe pesait 40% de la production mondiale de puces contre 9% aujourd'hui. C'est très bien, oui, sachant que les puces produites n'auront pas pour vocation d'équiper les installations critiques du numérique, les serveurs, les infrastructures, les téléphones, mais seulement des voitures, par exemple, car leur finition très supérieure à 10 nanomètres se place en queue de peloton des turbopuces mondiales à 3 nanomètres et bientôt 2 voire 1 nanomètre, seuls capables d'équiper les meilleures infrastructures critiques. Non, ces puces cocorico desserviront donc les voitures, si tant est que le marché des voitures ne s'éteigne pas en Europe au profit de la voiture électrique importée made in China. Et retour à Taïwan. Les pays les moins avancés comme la France pourront claironner auprès de leur grand public leurs nouvelles usines flambant neuves de semi-conducteurs, adossées à un budget européen important mais limité de 45 milliards d'euros contre plusieurs centaines de milliards d'euros pour TSMC seul, dont 40 milliards d'euros pour 2 seules usines en Arizona, honte à Macron, pour les vrais superconducteurs critiques dont les États-Unis ont besoin. Un besoin vital. Un besoin si vital que si la République totalitaire de Chine envahissait Taïwan, alors la Chine mettrait à genoux toute l'économie américaine, son indépendance stratégique et militaire, et menacerait le monde d'une hégémonie encore plus grande. Alors oui, tout s'explique, tout se tient pour que l'État de Taïwan vive paisiblement, en sécurité, comme tout autre État, alors que son puissant voisin s'escrime à s'y opposer inlassablement et sournoisement depuis des dizaines d'années, et aujourd'hui, de plus en plus ouvertement.
Terminons ce tour d'horizon sur l'État de Taïwan par un scénario prospectif de guerre déclarée et menée par la République totalitaire de Chine contre l'État de Taïwan. Nous mettrons seulement, entre parenthèses, le volet militaire qui demanderait une émission à lui tout seul pour déflorer seulement le sujet. À l'instar de la guerre de la Russie contre l'État de l'Ukraine, recensons les sanctions que le monde libre pourrait infliger contre la République totalitaire de Chine en cas de guerre contre l'État de Taïwan. 1. Sanctions financières. Annulation des près de 900 milliards de dollars de dettes des pays pauvres envers la Chine, dettes en direct, dettes liées aux constructions d'infrastructures de domination. Également, dans les sanctions financières, annulation des près de 1000 milliards de dollars de dettes en bons du Trésor américain détenus par la Chine. 2. Sanctions monétaires, interdiction d'utiliser le dollar dans quelque transaction chinoise que ce soit, ou avec un organisme chinois ou une entreprise chinoise à travers le monde, sous peine de l'application d'une pénalité comprise entre 10 à 50 fois le montant de la transaction, ou entre 20% et 40% du chiffre d'affaires mondial du groupe chinois et non chinois. On pourra appliquer le même genre de sanctions vis-à-vis de l'euro. 3. Sanctions judiciaires. Arrestation et déferment du président Xi Jinping et des membres du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois devant le tribunal pénal international. 4. Sanctions patrimoniales. Blocage et saisie des avoirs mondiaux de l'ensemble des membres du comité central du Parti communiste chinois. 5. Sanctions politiques internationales. Exclusion de la Chine communiste du Conseil de sécurité des Nations Unies et remplacement par l'État de Taïwan. 6. Sanctions technologiques. Interdiction mondiale d'utilisation des équipements chinois de télécommunications, exemple Huawei, et des applications logicielles, exemple TikTok, sous peine d'amende supérieure ou égale à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise utilisatrice, exemple l'opérateur téléphonique. 7. Sanctions économiques. Interdiction d'exportation vers la Chine ou de ses relais dans le monde d'une liste étendue de produits, dont produits technologiques critiques, brevets, etc. Aussi, annulation des participations au capital ou contrôle de capital pour une liste étendue de sociétés, exemple les machines-outils KUKA en Allemagne, l'automobiliste Volvo, le pneumaticien Pirelli, etc. Liste des sanctions économiques non limitatives. 8. Sanctions douanières neutres pour le consommateur. Droit de douane porté à 100% pour les importations de produits chinois, avec interdiction de répercuter ces taxes sur le prix de vente dans le pays importateur. 9. Sanctions administratives. Constitution du Tibet comme État souverain, reconnaissance du Cachemire à l'Inde, de la frontière contestée du Sikkim à l'Inde, retrait des forces militaires du Parti communiste chinois, y compris dans les zones usurpées de la mer de Chine. 10. Sanctions politiques nationales. Destitution de l'ensemble du comité central du Parti communiste chinois, du gouvernement communiste, du président Xi Jinping, qui est également chef du Parti communiste chinois, des chefs communistes des administrations régionales. Révocation de la constitution communiste, basée sur la fondation de la République totalitaire de Chine le 1er octobre 1949. Rétablissement de la seule autorité légitime, à savoir la République de Chine, fondée en 1912, représentée depuis 1947 par l'État de Taïwan, avant l'usurpation et le vol du pouvoir par le Parti communiste chinois en 1949. Changement du nom actuel de la République démocratique de Chine ou République totalitaire de Chine en République de Chine, nom officiel de l'État de Taïwan. État de Taïwan, qui est la seule puissance légitime en Chine. Et enfin, abandon du drapeau actuel de la République totalitaire de Chine,
de son emblème au profit du drapeau de l'État de Taïwan, légalement République de Chine, et de son emblème. 11. Sanctions militaires. Sabordage de la flotte militaire chinoise. Seule une flotte de 50 vaisseaux de tonnage moyen, à l'exclusion des porte-avions, porte-hélicoptères et sous-marins nucléaires d'attaque ou porteurs de missiles nucléaires, sera admise. Désarmement nucléaire unilatéral de toute force terrestre, aérienne, navale, spatiale, autre. Démantèlement de l'armée populaire de Chine. Il subsistera une armée d'environ 300 000 hommes. Emprisonnement des cyberattaquants militaires ou pilotés par le Parti communiste chinois. 12. Sanctions civiles et pénales d'un montant de 15 000 milliards de dollars pour la fuite du Covid-19 du laboratoire de Wuhan, les millions de morts dans le monde, le bouleversement de l'économie mondiale en 1920-1921. 13. Sanctions maritimes, routières, ferroviaires, fermeture des nouvelles routes de la soie, lesquelles ont pour seule vocation d'aliéner la liberté des pays au profit de leur vassalisation envers la Chine communiste. Nous avons fait un tour d'horizon des enjeux de l'État de Taïwan dans la politique impérialiste agressive de la République totalitaire de Chine. En quoi cet État de Taïwan, officiellement appelé République de Chine, contrarie l'expansionnisme militaire, géographique, diplomatique, agressif de la Chine communiste au pouvoir. Un pouvoir usurpé depuis 1949. Cette Chine communiste cherche à abattre l'État de Taïwan qui lui fait de l'ombre, qui lui fait grand-peur. Bref, la Chine communiste belliqueuse, enragée, craint l'État de Taïwan, mieux encore, quand Goliath a peur de David. Samedi prochain, retour en France avec une émission plus économique et locale qui concerne la grande distribution, notre porte-monnaie, et c'est important. Je n'en dis pas plus, alors à samedi.